Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur la facture électronique. Je suis Julie Lebar, ingénieure commerciale chez IVLM. Nous allons tout de suite commencer ce webinaire. Je vois encore quelques participants qui rentrent, mais nous allons commencer par la présentation de notre structure. Je suis en compagnie de Fabrice Vergerot, qui est spécialisé sur la partie également facture électronique euh, et qui va co-animer avec moi ce webinaire. Donc bienvenue à Eh, tous. Bonjour à tous, bienvenue. Merci Julie. Et ben, on va commencer de suite pour essayer d'être dans les temps, sans Oui, prendre tout à fait. tout le temps. Voilà. Si vous avez juste la possibilité via le chat de me dire que au niveau du son, vous nous entendez bien et qu'également vous voyez la présentation, ce serait gentil puisque on est beaucoup à participer aujourd'hui. Du coup, vous n'êtes qu'en écoute seul sur ce webinaire. En revanche, vous aurez la possibilité de poser vos questions via le petit onglet questions. Donc surtout au fur et à mesure, n'hésitez pas à nous transmettre les questions. On y répondra soit au fur et à mesure, soit en fin de webinaire. Et dans tous les cas, on vous fera un retour par mail si jamais on n'a pas le temps de traiter toutes les questions. Mais en général, on y arrive. Voilà. Et pour répondre à une question qu'on nous pose tout le temps, le webinaire normalement est enregistré et vous avez en bas dans Documents un certain nombre de documents, dont le support du webinaire. Et quelques documents, ne les ouvrez pas de suite parce que vous allez avoir mal à la tête sinon. Voilà. On y va, Julie? Il Allez, est super, c'est 11h03. parti. On est dans les temps. Donc je vais commencer par une petite intro sur la partie IVLM, puisqu'en fait, nous sommes une société de services et nous accompagnons les entreprises autour de la mise en œuvre de solutions de gestion. Nous sommes revendeurs des solutions Sedge et Cegid sur plusieurs domaines d'activité comme la partie compta, finance, paye, RH et gestion commerciale par exemple ou production. Mais nous sommes également éditeurs d'une solution de dématérialisation et d'archivage de documents et de process qui se nomme EDDoc, qui répond bien entendu aux enjeux de la facture électronique, mais qui également est une plateforme qui permet de bénéficier d'autres services comme par exemple d'une application de dématérialisation des bulletins de salaire ou de la gestion de notes de frais, de la signature de contrats électroniques. Aujourd'hui, ce n'est pas le but évidemment de vous présenter EDDoc, mais si jamais vous avez des questions complémentaires autour de notre solution, n'hésitez pas aussi à nous en faire part, soit lors du questionnaire que vous allez avoir à la fin du webinaire, soit carrément dans les questions, hein, il n'y a pas de souci, on reviendra vers vous. Voilà, du coup, on va passer directement, Fabrice, à la partie des maths des factures et l'enjeu obligatoire à venir. Voilà, donc aujourd'hui, on va essayer de balayer en une petite heure. Alors, c'est parfois un petit peu aride, mais pour avancer et bien comprendre cette réforme, c'est une étape un peu indispensable. Donc, à horizon 2024 et au plus tard en 2026, on va tous passer à la facture électronique. Globalement, c'est l'application d'une directive européenne. Donc, globalement, on n'a pas vraiment le choix. On va parler plutôt, comme le disait Julie, hein, on va pas parler de DDoS spécialement, on va parler de cette réforme sur ces différents points. Les informations que l'on va essayer de vous apporter aujourd'hui ont été mises à jour le 9 décembre 2022. On va dire que c'est vraiment en train de se cristalliser et ça fait un an et demi déjà quoi, que beaucoup de gens travaillent dessus. C'est de plus en plus précis. Il reste encore quelques petits points, mais globalement, j'allais dire, on voit bien ce qui va se passer. Alors, euh, je commence toujours juste sur une facture électronique. C'est quoi une facture électronique? Et la définition est pas forcément simple. C'est pas uniquement un PDF dans un mail.
Normalement, il faut avoir, pour parler de facture électronique des données, des structurés ou non, mais qui doivent être apportés avec et qui peuvent lui être associés. En France, et je vous ai mis, c'est pour ça qu'on vous a mis les supports, le lien, la loi a été modifiée, la loi du 25 avril a été modifiée en septembre 2021 pour l'obligation de signature électronique, si tant est qu'on n'ait pas de piste d'audit fiable, ce qui est quand même assez compliqué en général en PME. Donc la solution la plus simple, c'est évidemment la signature électronique pour garantir qui a émis et que le document n'avait pas été modifié depuis. Voilà. Sur ces points-là, on pourra y répondre dans des questions. Il y a diverses façons de le faire. Le risque, un des risques, c'est le non-remboursement de la TVA pour non-conformité. Euh, il y a des rappels réguliers aujourd'hui de la DGFiP sur ce sujet-là. Donc, dès lors que vous envoyez une facture à quelqu'un qui est fiscalisable, pensez à la signer électroniquement de façon à être en parfaite conformité. Et puis, elle doit être, alors j'ai mis archivé, la tendance est de dire plutôt conserver dans son format d'origine. C'est-à-dire que si vous l'avez reçu en électronique, il faut la garder en électronique. Ne l'imprimez pas. Si vous aviez un contrôle, le contrôleur pourrait être, serait en droit de vous demander le format d'origine. Voilà. Pour une raison simple, c'est que quand on imprime une facture qu'on a reçue en PDF avec une signature électronique, ça n'imprime pas la signature. Donc voilà ce petit rappel. Alors le contexte de la loi, bon, on va pas se cacher, on va pas se cacher les choses. Hein. Avec Julie, on en parle régulièrement. C'est lutter contre la fraude à la TVA. Alors comme toute fraude, c'est une estimation. On a essayé de prendre les chiffres les plus proches possibles de la source, donc le ministère de l'économie. 12 milliards, alors il y en a, on entend 10, on entend 40. Mais de toute manière, l'État et l'Europe considèrent que c'est beaucoup trop. Baisser les coûts de gestion et de déclaration parce qu'in fine, puisque vous allez faire de la déclaration en temps réel, autant construire votre état de TVA au fur et à mesure. Donc ça devrait normalement beaucoup simplifier votre travail au quotidien et on verra par analogie comment ça va se passer. Un point très important, aujourd'hui vous êtes nombreux pour beaucoup, on vous connaît, Julie vous connaît, vous êtes des PME. Cette réforme elle est vraiment orientée PME puisque le but aussi c'est d'harmoniser et de faciliter les échanges interentreprises. Il y a un peu plus de 2 milliards de factures qui sont échangées chaque année. Ça veut dire que maintenant on a un socle et des formats standards qui sont une obligation légale. Donc, un gros donneur d'ordre peut plus vous imposer son format à lui, sa plateforme à lui. Vous êtes fournisseur d'une multinationale. Eh bien, dès lors que vous respectez la loi, ça ne pourra plus être refusé puisque ça passera par des portails comme on va pouvoir le voir. Donc ça va quand même extrêmement simplifier les choses au niveau des échanges et on va voir aussi les autres avantages sur cette harmonisation et cette facilitation. Et puis, comme c'est marqué dans la loi de finances, c'est aussi dit que l'État dispose d'informations macroéconomiques en temps réel en fonction des secteurs d'activité ou des choses comme ça. Donc, c'est les 4 grands points qui ont amené à cette réforme et à cette transposition de, de, de la loi européenne. C'est pas la loi, je vais le retrouver tout à l'heure, de cette directive. Pardon. Je vous disais, et ça étonne toujours quand on le dit comme ça, on va vous simplifier la tâche, vous PME, dans vos déclarations de TVA, parce que vous allez faire de la déclaration au fil de l'eau. Alors, je vais dire, il y a quelques temps, on vous disait, oui, ça va être compliqué, ça va jamais marcher. Donc, il faut se rappeler qu'il y a quand même des points qui ont réussi. Alors, bon, on va passer sur les liasses fiscales en EDI. Mais tout le monde a en tête la déclaration sociale nominative. Alors même si cette fameuse DSN a parfois été un petit peu compliquée à mettre en place, je pense que un certain nombre d'expériences ont été douloureuses, mais bon, des enseignements ont été tirés. Mais considérez que ce qui va être fait aujourd'hui avec vos factures, c'est un peu ce qui a été fait au niveau du social, qui va être fait au fiscal, c'est-à-dire que au fil de l'eau, ça va pré-remplir les déclarations de TVA. Alors bon, j'ai mis 2019 le prélèvement à la source, hein, c'est
au final, c'était la seule enfin, c'était la conséquence de la DSN. Et puis, pour faire une analogie là, côté émission, bah, ça va être la même chose. C'est d'ailleurs les mêmes équipes qui travaillent dessus. Ça va être la même chose que le Chorus Pro. C'est-à-dire que le Chorus Pro en 2020 a obligé toutes les entreprises qui travaillent avec la sphère publique à faire un dépôt sur un portail unique. Et ben, ce portail, il va grossir énormément puisque ce ne sera plus qu'avec la sphère publique, mais avec tous vos partenaires que vous allez échanger vos factures sur des portails type Chorus Pro. Alors, juste, on n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers non plus à mettre en place cette directive. Donc, je vous ai juste mis un petit tableau dans le monde. En vert, c'est ceux qui le font déjà. Alors, vous voyez, Julie, je pense qu'il y a le Honduras. Je sais que tu es passionné par le Honduras. Déjà, si tu me demandais où c'était, je suis pas sûre de Bon, deviner juste. À peu près, bon, oui, mais pile poil, il y a peut-être des chances que je me trompe. bon, plus proche de nous et qui nous parle un peu plus et avec des choix qui sont qui ressemblent quand même un peu à ce qui est en fait en train d'être mis en place en France. Il y a l'Italie, l'Espagne, le Portugal qui est en orange et passé en vert, la Grèce. Tous ces pays-là fonctionnent déjà comme ça. Alors pour deux raisons. La première, si on est un peu taquin, c'est de dire que c'est peut-être les pays où il y avait probablement plus de fraude fiscale. C'est peut-être notre inconscient qui dit ça. La deuxième chose, c'est que comme ils n'avaient pas de système comme on peut avoir dans certains pays. Hein. La France, finalement, ça fait 30 ans qu'elle fait de la facture électronique presque, puisqu'on fait de l'EDI. Euh, Ça a été beaucoup plus simple à mettre en place. À horizon 2026, normalement, toute l'Europe doit être en vert, tous les pays qui sont dans l'UE. Donc voilà pour dans le monde, ça s'appelle le contrôle transactionnel continu, le CTC. Alors souvent certains l'ont simplifié, on fait que le contrôle et pas toute la chaîne de facturation. Alors les points à retenir. Julie Très me disait important là. vous êtes nombreux. Le point 1, allez peut-être à deux exceptions près, vous êtes tous concernés au 1er juillet 2024. C'est-à-dire que dès lors que vous êtes assujetti à la TVA, vous devrez avoir déclaré une plateforme où vous souhaitez recevoir toutes vos factures fournisseurs. Donc que ce soit la facture de votre opérateur téléphonique, la facture de votre plus gros fournisseur, la facture de Julie. Vous devrez avoir déclaré une plateforme où tous vos fournisseurs auront l'obligation de les déposer sur cette plateforme. Ça veut dire que c'est vous en tant que destinataire qui faites le choix de votre plateforme. Donc ça c'est important parce que c'est fini d'aller chercher la facture d'Orange sur le portail d'Orange, la facture de SFR sur le portail d'SFR, d'EDF sur le portail d'EDF. Vous allez tout, c'est EDF, Orange et tout ça, ils vont tout déposer sur cet espace-là qui sera votre espace à vous et c'est vous qu'en déciderez. Donc, même si vous dites, je suis une toute petite entreprise et tout ça, ben, vous êtes forcément client d'une grande entreprise. Donc, cette grande entreprise, il faudra qu'elle sache où vous déposez votre facture. Alors, pourquoi on est tous obligés d'être en capacité de recevoir? C'est que dès le 1er juillet 2024, les grandes entreprises dont on a parlé à l'instant, elles ont l'obligation d'émettre. Donc, il faudra bien qu'elles sachent où déposer. Donc, que vous soyez le troisième client d'EDF France ou un client lambda, ce sera déposé exactement pareil. Ensuite, au 1er janvier 2025, ça concerne quelques-uns d'entre vous, les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, ont l'obligation de passer à l'émission de facture. Et puis tout le monde, PME, TPE, micro-entreprises, 1er janvier 2026. Donc c'est une réforme qui s'étale dans le temps, 1er juillet 2024 au 1er janvier 2026. Je pense avec un fort pic courant 2025, puisqu'il serait un peu dommage d'y passer tous au dernier moment. Et on va voir que finalement, il n'y a pas d'obstacle à y passer facilement. Juste Julie, pour tu voulais dire? apporter, ouais, une toute petite précision par rapport
à savoir comment est-ce qu'on est catégorisé dans une grande entreprise, une ETI, une PME, TPE et micro-entreprise. En réalité, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Donc, on a les infos, hein, parce qu'il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte. Alors, il y a un critère en nombre de salariés, il y a un critère en nombre de chiffres d'affaires ou au total du bilan. Donc, sauf si vous nous donnez vos bilans ou qu'on va les télécharger, on n'est pas au courant forcément de vos totals. Donc évidemment, les grandes entreprises, pour vous. Oui, tu voulais préciser quelque chose, Fabrice? Non, non, je disais juste Non. qu'on a mis le lien pour s'y retrouver au niveau d'économie.gouv pour savoir dans quelle taille, dans quelle tranche on se trouve. Voilà, Voilà, sur les donc si critères. jamais, ouais, c'est ok, il est en bas, il est en bas à gauche, hein, c'est ça? Ok, Voilà, ici, tout super. à fait. Voilà, vous pouvez retrouver ici parce que c'est vrai que souvent, sur certaines catégories d'entreprises, ça peut être un petit peu complexe à savoir ou si vous vous posez la question. Voilà, il y a plusieurs critères, donc il faut vous renseigner pour savoir au niveau de l'émission de vos factures clients, du coup, dans quelle case vous vous situez, c'est 2024, 2025 ou 2026. Opter pour 2025, à mon Oui, avis. tout à fait. Bah, de toute façon, c'est maxi 1er janvier 2026. Donc, dans tous les cas, ce sera 2025, au maximum. Puisqu'au 1er janvier, donc au 31/12/2025, en réalité, il faut être opérationnel là-dessus. Donc oui, dans tous les cas, ce sera 2025 pour tout le monde. Le point 3, c'est, on va dire que c'est un peu le cœur de la réforme, puisque une fois qu'on vous a dit avec Julie qu'il fallait que vous déclariez un espace, vous vous doutez bien que vous n'allez pas appeler tous vos fournisseurs pour leur dire mon espace, voilà l'adresse, l'endroit où j'attends vos factures. En clair, mon adresse de facturation. Euh, donc, il y a un annuaire qui va être publié dans lequel vous vous retrouverez forcément par numéro de sirène. On va voir toute l'importance du numéro de sirène par la suite. Et dans cet annuaire, c'est là que vous déclarerez votre plateforme de réception. Donc, on va voir quel type de plateforme vous pourrez déclarer dans cet annuaire-là. Cet annuaire-là sera sur une plateforme nationale qui s'appelle le portail public de facturation. On va le revoir au fur et à mesure de cette présentation. Donc, ce portail, cet annuaire sera déposé ici et recueillera pour toutes les entreprises leur choix de ce côté-là. On verra qu'en outre, ce portail a d'autres usages, mais mais c'est via un annuaire d'adressage, donc plus besoin d'adresse mail, plus besoin globalement, ne les enlevez pas de vos factures parce qu'on verra que c'est quand même une donnée obligatoire, votre adresse postale, mais tout va se faire par la clé numéro de sirène sur lequel l'émetteur ira rechercher ou déposer le document. Et puis le quatrième point de la réforme, après ces dates et cette déclaration dans un annuaire, on le disait tout à l'heure, hein, puisque on veut simplifier les échanges, faut que tout le monde parle le même langage, donc il y a un socle de format standard hybride qui seront obligatoires de façon à ce que l'émetteur et le récepteur aient un document pour chacun d'eux, utilisable notamment pour intégration dans leur système d'information. Et puis, pour rien vous cacher, pour que la DGFiP puisse, au moment d'un contrôle fiscal, avoir des formats le plus simple possible à regarder. Donc, on y reviendra un tout petit peu sur ces formats hybrides. Et puis, le cinquième point, il y a quelques mois avec Julien, on n'en parlait pas trop, mais là maintenant que ça a bien avancé et qu'on approche de l'échéance et qu'au fur et à mesure vous êtes de plus en plus au courant, le cinquième point, on disait faciliter, fluidifier les échanges. Une fois que vous aurez échangé vos documents, vous devrez changer les statuts des documents, comme le fait la plateforme Chorus, pour dire que c'est accepté, refusé, rejeté, payé, encaissé. Ne négligez pas ce point parce que euh, j'en parlais encore hier avec un client. Ça peut être lourd à un moment donné de gérer tous ces statuts. Il faut trouver des solutions qui vous permettent de le faire facilement. Donc voilà pour ces points à retenir. Donc les conséquences. Euh,
vous pourrez plus échanger globalement directement des factures avec vos clients ou vos fournisseurs pourront pas vous les envoyer directement. Pour cela, il faudra obligatoirement passer par une plateforme, que ce soit la plateforme publique de facturation ou que ce soit une plateforme privée partenaire. Le sirène devient la clé du système d'échange. Vous avez bien compris que si vous voulez, vous voyez bien que si vous souhaitez envoyer une facture à un client sans lui envoyer par mail et sans lui envoyer à son adresse postale, il nous faut bien une clé pour interroger l'annuaire. Donc, il faut absolument, et on verra que c'est dans les mentions obligatoires, que le sirène, alors, et ou, c'est pas complètement clair dans le texte, le numéro d'intracom, mais bon, comme le numéro d'intracom s'appuie un peu sur le sirène, on s'y retrouvera, soit présente dans le document pour savoir où déposer la facture. On vous l'a dit, hein, le but, c'est quand même de lutter contre la fraude à la TVA. Donc, toutes les données de TVA sont obligatoirement transmises au portail public de facturation, que vous travaillez directement avec lui ou vous passez par une plateforme partenaire. Vos données de TVA seront déposées au portail public de facturation qui, lui, fera la transmission à la DGFiP. Donc voilà, le quatrième point, la conséquence, c'est le portail public de facturation devient l'interlocuteur privilégié de la DGFiP. Bon, je pense que vous aurez encore quelques contacts pendant quelques temps avec la DGFiP parce que il y aura un, des ratés, deux, il y aura des régules, et trois, il y a certains points qui pourront pas être traités de façon aussi simple, mais on va dire que 90% du travail, ça peut être un objectif ambitieux, sera traité en automatique de ce côté. Julie, avant qu'on passe au schéma, je regarde juste le panneau questions. Si tu envoies. Oui, j'en ai effectivement, mais je pense que ça, on le spécifie, enfin, on y répondra peut-être au moment des schémas. Je sais pas, comme tu Ouais, veux. tout à fait. J'ai une, Oui. je pensais que On c'était fera plus un petit judicieux pack à de ce moment-là. questions. Oui, tout à fait. Alors, le schéma qui a été choisi en France, c'est un schéma en Y. Alors, à force de faire des schémas, il est de moins en moins en Y, finalement. Euh, mais bon, c'est la force des Oui, choses. c'est Donc, toute une question, ça, pour essayer de faire un schéma clair, alors, précis, oui. mais complet. C'est Alors, pourquoi un schéma en Y? La France a décidé de laisser pas mal de liberté. L'Italie a dit que ça passe obligatoirement par directement. Il n'y a qu'un acteur, c'est le portail public de facturation. La France, vous allez voir, a laissé un certain nombre de libertés. Donc là, on a un fournisseur qui émet une facture et il a choisi comme émetteur le portail public. Donc, il dépose sa facture sur le portail public. On a mis un petit OD parce que ça va être des acteurs très pratiques et probablement et même assurément indispensables. Parce que pour ceux qui pratiquent que Chorus Pro, ça va si vous avez 3 factures à déposer, mais si vous avez un lot de 50 factures, ça devient extrêmement complexe. Les ODS sont là pour faire de la massification et amener du service. On verra tout à l'heure comment ça peut se passer. Donc là, on a un fournisseur qui lui a choisi d'émettre via le portail public. Il dépose sa facture, ça tombe bien, le client lui souhaite les recevoir, il se connecte et il récupère la facture. La DGFiP dessous récupère les flux de TVA parce que les factures sont standardisées. Donc, on le voit en bas, plus de mails, c'est interdit, plus de communication directe, et les deux vont s'échanger via le portail. Ça va être un peu leur chat. J'ai bien reçu la facture, je suis OK. C'est pas tout à fait un chat, hein, je vous dis. Il y a toute la traçabilité, et le truc, c'est quand même, on va prendre un statut qui est obligatoire, qui est le statut encaissé. Vous avez bien compris qu'il est important parce qu'il est déclencheur du fait de TVA. Donc, pour ceux qui sont sur la TVA sur les encaissements, donc c'est quand même très structuré. Mais là, on est dans le schéma simple. Chacun se dit, tiens, il y a une offre publique, un peu un gros chorus pro. On va passer comme ça. Et vous voyez que Julie m'a fait rajouter ce matin, en bas ici, votre annuaire, c'est grâce à cet annuaire dans lequel vous aurez déclaré votre adresse de réception que votre fournisseur vous aura trouvé. Alors vous allez me dire, bon, je ne déclare pas dans l'annuaire, je n'ai pas de facture fournisseur, comme ça je suis pas embêté.
rapidement, ça veut dire que vous ne pourrez pas récupérer la TVA déjà. Donc ça va quand même finir par poser des problèmes. De ce côté-là, et les statuts, vous serez obligé de le mettre en rejeté et de le traiter. Je vous engage quand même à avoir cette inscription. Elle est de toute manière, elle est obligatoire dans l'annuaire. Julie, tu voulais intervenir? Non? Oui, du coup, parce qu'on a eu une question par rapport à la gestion du portail justement et par rapport à Chorus Pro. Ceux qui utilisent déjà Chorus Pro, est-ce que ils vont continuer à utiliser Chorus Pro? Et est-ce qu'il y aura une fusion des comptes? Est-ce qu'il faudra recréer son compte? Est-ce qu'on a l'info à ce sujet? Alors, on a une info, c'est que l'objectif, c'est de fusionner Chorus Pro et le portail public de facturation, puisque globalement, ça utilise les mêmes technologies, les mêmes obligations. Donc ça, c'est la partie technique. Par contre, les comptes techniques de Chorus Pro, l'idée est très bonne, mais à mon avis, elle sera pas retenue. Je comprends que ceux qui ont des comptes Chorus Pro, des comptes techniques, aimeraient bien avoir le même, mais moi aussi, hein, j'y ai pensé dès le début. La question a été posée plusieurs fois et a priori, il faudra recréer un compte. Voilà. Parce que considérer que a priori, c'est sûr. Voilà. Alors, là, on a pris un premier cas. Fournisseur et client travaillent avec le portail public. Là, j'ai un deuxième cas. Le fournisseur dit, pour une raison qui m'est personnelle, c'est mon choix. Voilà, et on verra que certains choix. Je travaille avec un partenaire une plateforme de dématérialisation partenaire. Mais vous voyez, pour le client, ce même client, ça lui change rien. C'est la plateforme qui va déposer sur le portail public la facture de façon à ce que le client puisse récupérer et son document et que la DGFiP puisse récupérer les données de TVA. Et vous voyez que le client, c'est complètement indépendant, il la connaît même pas, il sait même pas d'où vient. Pour lui, ça vient toujours au même endroit, dans le portail public, donc il reçoit aussi bien sa facture EDF que celle de son fournisseur de pièces détachées, par exemple, qui lui a décidé de passer par une plateforme. Et les statuts s'échangent de la même manière. Je vais faire une correction. La flèche verte ici, elle passe par la PDP, par contre. Voilà. Je n'ai pas la bonne version. J'espère que j'ai pas d'autres erreurs comme ça. Mais là, vous voyez que le client dit, eh ben, OK, j'accepte la facture. Il le passe soit directement par le portail, soit par la DGFi, soit par l'OD, et à ce moment-là, il peut le rendre. Et puis là, vous voyez, j'ai un client et un fournisseur qui ont chacun choisi deux plateformes qui sont pas les mêmes et qui ont l'obligation pourtant d'échanger de façon transparente et sans aucune contrainte les données client-fournisseur. Donc, vous allez me dire, la facture elle passe directement du client au fournisseur. Non, elle est obligée de passer par la plateforme et pour une raison simple, c'est que la plateforme de l'émetteur va récupérer le flux de TVA pour l'envoyer à la DGFiP. Là, en général, on a perdu à peu près tout le monde, ou beaucoup de monde. J'espère que c'est clair. Pour ça qu'on vous fournit les schémas pour vous distraire pendant les congés de Noël. Voilà, pour les regarder. On a essayé de résumer en quelques mots. C'est bien beau de faire les schémas, ça parle, mais d'autres, c'est les phrases. En quelques mots, le fournisseur dépose. J'ai mis des guillemets parce que c'est un terme qui est devenu générique, mais un peu comme mobilette. Mais on dépose la facture X. On va voir ce que c'est exactement qu'une facture X. C'est un PDF avec un XML très structuré de façon à ce que tout le monde parle le même langage sur la plateforme qu'il a choisie, que ce soit la plateforme publique ou une plateforme privée, et que ce soit de façon unitaire ou en masse via un opérateur de dématérialisation. La plateforme du fournisseur, de ce même fournisseur qui connaît le choix du client parce que son client l'a déclaré dans l'annuaire, met à disposition le document sur la plateforme sur la plateforme que le client a choisie. Donc, vous voyez, chacun a fait son choix. Vous travaillez en toute transparence et vous n'avez pas à vous préoccuper. Ça veut dire que demain, je change de plateforme, je vais juste dans l'annuaire et je mets le nom de ma nouvelle plateforme et mes documents arriveront au bon endroit. Et puis, on l'a vu, important, la plateforme du fournisseur, c'est elle qui est le responsable, que ce soit la plateforme publique ou que ce soit une plateforme de dématérialisation privée, s'occupe du flux de TVA à transmettre au portail public qui lui transmet à la DGFiP.
Et on l'a vu, les plateformes ou le portail public s'échangent les statuts. Donc, vous voyez, c'est quand même des schémas qui, au final, sont relativement simples, puisque chacun, si tant est qu'il respecte une chose, c'est les formats du socle. Donc, on va dire globalement, de la facture X, on va voir que c'est peut-être un peu plus riche quand même. Choisit comment il distribue et comment il récupère. On s'enlève tout ce qui est, j'allais dire, un petit peu paperasse, et puis fini d'entendre c'est pas parti sur la bonne adresse mail, c'est pas la bonne adresse postale. Là, j'allais dire, on va faire confiance à toutes nos plateformes et à tous ces échanges. Rapidement, parce que je vois que l'heure tourne. Les acteurs, c'est vous déjà. Vous êtes l'acteur de cette réforme. Donc on retient votre obligation de recevoir une facture. Donc vous aurez un annuaire le 30 juin. Évitez le 30 juin parce qu'à mon avis il y aura précipitation. Déclarez dès que l'annuaire est ouverte, si vous la connaissez, votre plateforme de réception, de façon à être sûr de pouvoir recevoir vos factures fournisseurs, notamment celles émanant des grandes entreprises. Et puis, en fonction de votre taille, comme le disait Julie, votre obligation d'émettre au 1er janvier 2026, c'est de la même manière que vous n'y allez pas au dernier moment. Dès que vous vous sentez prêt et dès que vous aurez mis en place les éléments nécessaires, euh, sachez que dès lors que vous émettez, on ne peut pas vous le refuser, contrairement en ce moment où malheureusement il n'y a jamais eu de décret pour imposer la facture électronique. Là, j'allais dire, et vous n'aurez pas besoin d'avoir cette partie qui est un peu complexe à ce jour, c'est d'avoir toutes les bonnes adresses mail pour transmettre une facture. Voilà. Le deuxième acteur important, c'est le portail public de facturation, autrement dit PPF, dont vous entendrez souvent parler. C'est là qu'est déposé ce bel annuaire, ces pages jaunes entre guillemets pour la distribution, et c'est via le sirène qu'on va faire l'identification. Je vais même apporter une précision parce que je vois qu'il y a une question sur ce point-là. Vous pourrez, on parle depuis tout à l'heure hein, avec Julie, on vous dit vous choisissez votre plateforme de réception. Si vous avez envie d'en avoir 5, hein, vous pouvez en avoir 5 parce que le SIRET peut être une deuxième maille et vous pourriez, comme le Chorus Pro, avoir des services, une ventilation sur des services ou des entités. Je pense que pour l'instant, il vaut mieux commencer avec un dans la majorité des cas. Le portail public, c'est lui qui s'occupe de transmettre les données de TVA à la DGFiP, ce qu'on appelle l'e-reporting ou flux 1. Je remets aussi ces mots-là parce que vous allez les retrouver dans des textes de loi, vous allez les retrouver peut-être avec votre éditeur de gestion, des choses comme ça. Euh, la DGFiP ne recevra que les flux qui servent à construire la déclaration de TVA et les statuts, bien entendu. Le portail public qui a priori, enfin non, a priori sera gratuit, il sera gratuit. Hein, je vais pas mettre de doute dessus. Pas sur un service minimum, ça, il a son intérêt puisque il est gratuit aussi de ce côté-là, qui permet de déposer de façon unitaire, si tant est qu'on n'ait pas d'opérateur de dématérialisation, ces factures, de les recevoir aussi, et elles seront conservées et la DGFiP insiste dessus, on ne dit pas archiver, elles seront conservées pendant 3 ans sur la plateforme. Et il permet aussi de façon unitaire de la gestion des statuts. Donc j'ai encaissé, j'ai rejeté ou des choses comme ça. Et puis on a les autres acteurs hein, qui vont simplifier la vie. Les plateformes de dématérialisation partenaires, c'est une espèce de déclinaison du portail public, c'est surtout pour les gros donneurs d'ordre. Aujourd'hui, le choix qui a été fait, et je pense que c'est un bon choix aussi, c'est de dire on ne met pas tout sur une même plateforme, parce que si elle tombe en panne, tout tombera en panne. Et puis, il y a des gens qui ont besoin d'échanges beaucoup plus riches ou qui ont déjà mis en place, notamment via le DI, des échanges avec leurs partenaires qui ont parfois été simples à mettre en place et qui souhaitent les conserver. Donc, un des gros rôles des plateformes de dématérialisation partenaires, c'est de pouvoir globalement continuer à travailler avec les flux EDI pour les échanges entre les systèmes d'information et de transformer ces flux EDI
pour les mettre au format tel que l'attend in fine l'administration fiscale. Donc, et puis aussi limiter le nombre d'échanges PDF, puisque les plateformes, elles, auront l'obligation, la seule obligation de transmettre que le flux de données et non le flux documentaire. Le deuxième type d'acteurs, c'est, on en a parlé, c'est les opérateurs de dématérialisation. Alors eux ne pourront parler, vont faire l'intermédiaire entre vous et le portail public de facturation. Ils sont là pour faciliter et fluidifier les échanges. Je ne sais pas s'il y en a qui utilisent le module Chorus Pro de Dedoc. En clair, c'est si j'ai une facture à déposer par mois, bon, je me connecte, je mets mon login, mon mot de passe, je dépose ma facture. Si je dépose en masse des factures à l'administration, à la sphère publique, c'est beaucoup plus compliqué, moins simple à gérer. Je prends un opérateur de dématérialisation qui va prendre tout le flux, qui va s'occuper de gérer tout le flux, tout en apportant de la valeur ajoutée de ce côté-là. Donc, il ne peut pas transmettre de données directement à la plateforme de dématérialisation partenaire, sauf à ce que ce soit un sous-traitant, mais c'est un autre point qu'on ne va pas aborder ici, mais c'est une des possibilités. Et le dernier acteur, et celui-ci ne le négligez pas, c'est votre éditeur ou votre solution de facturation. Il faut qu'elle soit idéalement en mesure de générer le document attendu par l'administration fiscale. Autant dire, l'idéal un facturix c'est à la norme N 16931, on verra pourquoi, de façon à ce qu'il y ait le moins de transformation possible par les opérateurs ou par les plateformes. C'est toujours plus facile d'avoir des données qui viennent de la source plutôt que les scanner. Alors je mets scanner entre guillemets, hein, mais de les récupérer sur un document, c'est plus simple de les récupérer dès la source. Donc, qui mieux que l'éditeur est à même de générer ce type de format. Certains éditeurs sont assez en avance sur ce sujet-là. D'autres éditeurs sont très en retard, et puis il y en a qui sont même pas au courant parce que vous avez peut-être des solutions un peu anciennes qui fonctionnent très bien, mais dont l'éditeur est malheureusement plus là. Voilà. Ou vous avez des développements internes et tout ça. Il y aura des solutions alternatives, on va en proposer, mais je veux dire, il faut aller assez proche de l'éditeur pour générer cette facture. Alors vous allez me dire pourquoi ils font pas tout. Souvent les éditeurs ont choisi de pas transporter parce que c'est un métier complètement différent. Et puis si vous changez l'éditeur, ça pourrait poser quand même un certain nombre de problèmes. Donc voilà pour l'ensemble des acteurs de cette chaîne. Ce que je propose, sauf si on a endormi tout le monde, Julie, c'est peut-être de faire un point question, puisqu'on est à peu près Ouais, un peu plus de la moitié. oui, tout à fait. Quand on parlait, alors je crois qu'on va l'aborder un peu plus loin au niveau des informations obligatoires, c'est la future slide qui arrive. Donc, il me semble, parce qu'on a une question là-dessus, donc on passera à ce moment-là. Il y a une question sur la gestion des statuts aussi un peu plus tard. Par contre, il y a une question sur vraiment l'organisation et le dépôt des documents. Et donc, la question, c'était si c'est au fournisseur pardon, de déposer sur la plateforme choisie par le client. Comment faire quand on a une multitude de clients? Connexion sur chaque plateforme ou plateforme par plateforme. Là, je pense qu'il faut que tu apportes une petite précision par rapport au schéma. Je pense que c'est ça qui a mis un petit peu de confusion. Alors on y retourne. Ouais, ouais, c'est celui-là qu'il On se, faudrait bien remettre. on se souhaite tous d'avoir plein de clients et on se souhaite tous de pas avoir à les appeler tous. Donc, on reprend le schéma. Tous vos clients qui sont ici ont l'obligation de mettre leur adresse ici. Vous le voyez dans cet annuaire-là. Donc, que ce soit clair, c'est pas vous de faire la démarche. Donc, tous vos clients vont faire vous la même démarche que vous allez faire en tant que destinataire aussi. C'est tout- toute entreprise, tout assujetti à la TVA aura l'obligation de déclarer sa plateforme de réception. Donc, le 2 juillet, et qu'on soit clair, le 2 juillet 2024, si vous êtes prêts, et on verra que vous pouvez l'être facilement, si vous êtes prêts, vous pouvez émettre votre première facture X sans vous préoccuper.
c'est pas le bon terme parce qu'on s'occupe toujours de ses clients, mais sans vous inquiéter si votre client accepte ou pas, il est obligé d'accepter, il est obligé d'avoir mis une adresse. Donc, vous enverrez votre facture. Dedans, il y aura le numéro de sirène ou l'intracom du destinataire. Ça, c'est pour répondre à une question qui était posée avant. Et avec ce numéro-là, on va retrouver votre client. Donc, vous Donc n'avez c'est la bien le seule démarche. numéro intracommunautaire du client à mettre C'est les sur deux, le. hein, au final. Oui, On il va y a les écrire, deux. il Oui, y a je me besoin, doute qu'il y a les deux. Oui. on écrire, il y a les Mais deux. Mais c'est avec celui-là qu'on va faire l'adressage. Donc, toute entreprise, quelle que soit sa taille, au 1er juillet 2024, pourra émettre de la facture électronique dans le cadre de la réforme sans se préoccuper de la partie logistique vis-à-vis de ses clients. Voilà. Donc ça, c'est important parce que ça simplifie énormément la tâche. Et puis, si votre client a fait le mauvais choix de plateforme parce que elle fonctionne pas parce que, enfin, pour plein de raisons, lorsqu'il changera de fournisseur, il le change une fois dans l'annuaire et tous ses fournisseurs sont au courant. Est-ce que donc ça a été plus clair? ouais, pour simplifier, en d'autres termes, c'est en vrai l'annuaire et le portail public de facturation qui va centraliser toutes les infos. Vous, il faut, à mon avis, pas s'occuper des plateformes de vos clients. Il faut vous équiper et le déclarer dans l'annuaire. Vous déclarez, Voilà. vous, dans l'annuaire. Oui, voilà, Donc, vous déclarez vous et votre plateforme dans l'annuaire et le reste se fera via le portail public de facturation et l'annuaire du coup. c'est tout à fait comme ça. Et comme tout le monde est obligé de le faire, eh ben, tout le monde pourra s'échanger des factures. Voilà, c'est aussi simple que ça. Enfin, alors, nous, ça nous paraît simple avec Julie parce que Oui, on on est avait de quel âge on était jeunes hein, quand on a commencé. plusieurs années. Oui, mais plusieurs années déjà maintenant, je Mais pense. Je, voilà. ouais. Mais je comprends que ça puisse être dans un premier temps un peu, voilà, un petit peu perturbant. Voilà. Euh, alors, est-ce que tu On peux... a, ouais, on a d'autres questions qui sont assez récurrentes en fait. C'est par rapport à la facturation vers les particuliers. Donc là, il va y Alors, avoir un process un peu différent, quoi. oui, un petit peu différent. Alors c'est vrai qu'on a mis en thème, on a mis B2B, mais ça concerne toutes les factures. Alors, pour les particuliers, il faut savoir que déjà, plein d'entreprises facturent et des entreprises et des particuliers. Dès que vous irez vers un émetteur assujetti à la TVA, pas de problème, puisqu'il est assujetti à la TVA, il est dans l'annuaire, et comme il est dans l'annuaire, il reçoit la facture. Donc ça, on est d'accord, ça va aller vite. Les particuliers, effectivement, vous émettez les factures, il y a de la TVA. Le particulier, lui, il n'a pas d'obligation de se mettre dans l'annuaire, donc vous pourrez continuer à lui envoyer par mail, par papier, vous ferez des tickets de caisse, vous ferez des tickets de caisse électroniques, tout ce que vous aurez à faire, mais c'est pas rien quand même. Au lieu d'envoyer chaque ticket de caisse sur une périodicité, il semblerait que ce soit tous les 10 jours, vous enverrez ce qu'on appelle un flux de reporting, c'est-à-dire uniquement un flux de données compacté. C'est-à-dire qu'on prendra tous les tickets de caisse et puis on dira sur cette période-là, voilà combien ça a généré de TVA à reverser. Donc vous aurez ce qu'on appelle un flux de reporting, donc soit en déclaration manuelle sur le portail, soit par envoi via votre logiciel ou via l'opérateur de démat ou via selon les services qui seront proposés ou via la plateforme de dématérialisation. Voilà. Donc c'est un peu globalement votre X de caisse hein, que vous allez envoyer. Alors vous allez me dire j'ai pas de caisse, j'ai que des particuliers, ben vous ferez l'équivalent d'une facture globale. Ça demande un petit peu d'organisation effectivement en interne. Mais ça concerne effectivement aussi, dès lors qu'il y a de la TVA à reverser, considérez que il faudra que l'information arrive sur le portail de la DGFiP, donc soit en flux de facture, soit en flux de reporting. Et quelle que soit la taille d'entreprise, parce que ça va vraiment concerner 100% des entreprises françaises. Donc là, je réponds aussi à une petite question, à un flux de questions que l'on a vers l'obligation par rapport au flux d'échange vente-achat auprès de l'étranger. Donc aujourd'hui, l'obligation ne concernera que les échanges
enfin l'obligation. C'est-à-dire que seules les entreprises françaises devront se référencer sur l'annuaire et devront déposer les infos sur le portail public de facturation. Ensuite, Fabrice, on a d'autres petits points à aborder sur les échanges Union européenne et hors UE, notamment par rapport Alors, voilà, aux obligations. Est-ce que le dépôt en masse assuré par les OD sera possible vers des clients UE et hors UE, donc français, oui, hein, forcément. Est-ce que les clients hors UE devront également se déclarer sur une plateforme? Voilà, on a plein de questions par rapport à l'export. il y a par rapport à l'export, on y va. Parce que on l'a dit Ouais, tout c'est à un vrai l'heure morceau. en Essaye d'être introduction, concis parce que le temps passe vite et il nous reste encore pas mal de ouais, bon, slides. c'est une directive européenne, donc on pourrait espérer que les échanges se font en automatique. Donc globalement, ça avait été laissé un peu de côté. Le retard est rattrapé ces diverses semaines, c'est dans le rapport VIDA et IDEA, toute cette partie à terme. Tout passera, c'est les plateformes nationales qui feront les échanges. Là, dans l'immédiat, les échanges inter-UE ne sont pas dans le périmètre de la plateforme. En tant qu'invoicing, par contre, elle pourrait l'être en termes de reporting dessus. Hors UE, on est pour l'instant en export complètement hors plateforme et puis vous ne pourrez pas passer de facture. Donc le document devra passer, j'allais dire, dans un schéma parallèle qui sera un schéma de mail ou un schéma courrier, d'où l'intérêt des OD et des plateformes en dehors de la plateforme publique, puisque quand vous aurez un flux comme on peut le faire couramment aujourd'hui, on pourra choisir en fonction du destinataire le flux de distribution. Donc ça, c'est pour les factures émises. Et vous avez des cas aussi un peu particuliers, c'est les factures que vous allez recevoir de l'étranger. La doctrine de l'État, c'est de dire que euh, on va éviter de saisir deux fois les choses. Donc dès lors que ce sera des biens qui seront passés par les douanes, c'est les douanes qui s'occuperont de la déclaration. Sinon, si c'est du service que vous recevez, alors que là vous êtes destinataire, ce sera à vous de renseigner un flux de reporting auprès. Alors, je fais un raccourci à chaque fois auprès du portail public d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc voilà pour ces points-là. Et je vous avais dit en tout début, il y a des documents qu'on vous a mis en téléchargement. Je vous avais dit, regardez-les à tête reposée. Vous avez des précisions importantes dans, je pense, dans celui qui sont les grands principes de la facture électronique. Voilà. Un document qui a été fait par le Forum national de la facture électronique. Et là, vous aurez un peu plus de détails dessus, parce que comme le disait Julie, le temps court. Voilà. Et puis on restera après pour des choses pour approfondir au fur et à mesure. Mais c'est assez cristallisé. Une autre question, Julie, s'il te Non, plaît. je préférerais qu'on avance et éventuellement les questions, on finira en fin de webinaire. C'est pour terminer en fait les infos générales et puis ensuite resteront ceux qui sont intéressés par le question-réponse si ça te va bien. Parce que je vois qu'il est Oui, midi moins parfait, 10. parfait, tout à fait. Depuis tout à l'heure, on parle de facture X, de format que vous devrez avoir. Donc, cette facture X, c'est un PDF qui est un peu spécial, PDF-A pour les archives, et notamment A3, puisqu'on peut aussi, on a l'obligation d'intégrer les données qu'on voit en données numériques dans le PDF, de façon à ce que la machine puisse le lire. Le PDF pour l'humain et la donnée associée pour la machine. En 2026, on travaillera avec un format qui s'appelle basique. Alors, il y a une petite dérogation un petit peu, mais on travaille avec un format basique. Vous avez uniquement les données d'entête et de pied de page qui sont obligatoires. Mais clairement, ces données obligatoires vont être obligées d'être enrichies dans une phase 2. Donc, viser, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le carré vert ici, 16931 qui va répondre normalement à tous les usages standards et devrait ne pas nous poser de problème. Donc,
24 de blocs de données obligatoires. On va regarder rapidement parce que vous allez voir qu'il n'y a quand même rien d'original, hein. Il y a plein de choses qui sont déjà dedans. Donc un numéro unique d'identification, un numéro individuel d'intracom. Tout ça, c'est au démarrage. Vous voyez que ça ne change pas grand-chose à ce qu'on a ou ce qu'on devrait avoir. On a mis en gras juste quelques petits points un peu particuliers qu'on n'a pas aujourd'hui. Il faudra mentionner sur la facture la catégorie de l'opération, livraison de biens, de prestations de services ou mixte en fait. Tout simplement ça c'est pour la déclaration de TVA, puisque si on met des biens, l'exigibilité à l'émission, et si on met de la prestation de service au règlement, d'où l'importance du statut. Euh, Là, vous êtes tous autant que vous êtes autour de ce webinaire, il n'y en a pas deux qui auront le même numéro de facture unique sur la France. Bon, vous affolez pas, ce sera une concaténation du numéro de sirène a priori et de vos numéros uniques, donc ça devrait aller assez vite. Mais c'est ce qui permet aussi à l'État d'être sûr qu'il n'y ait pas des doublons. Vous savez, les fameux doublons qu'on chasse en permanence. L'État aussi, lui, va faire attention. Euh, j'ai mis le numéro de facture rectifié, et ça, ça prouve que l'État a quand même une vision de votre travail et de notre travail. Vous savez, c'est la fameuse facture où, bon, globalement, elle est bonne, mais c'est pas la bonne adresse de livraison. C'est son importance. Enfin, on dit, vous la mettez à la poubelle et je vous la refais avec le même numéro. Je sais, ça se fait pas. Voilà. Mais parfois, c'est très pratique. Ça évite de faire un avoir interne ou des choses comme ça. Donc, on aura la possibilité de faire donc des factures rectificatives. Et puis deux mentions particulières. Alors sachant que la doctrine, c'est s'il n'y a rien, c'est que c'est du standard, c'est la mention d'autofacturation, d'autoliquidation. Vous voyez, on revient un peu sur l'international quand on est sur ces points-là pour l'autoliquidation. Mais globalement, ces mentions obligatoires au démarrage, on devrait arriver à tous les avoir assez rapidement. Ça se complique un tout petit peu en phase 2. Enfin, un tout petit peu. Vous voyez qu'on était parti avec des données dans tête et de pied de page. Je vous le précise, c'est pour ça que je vous encourage à viser la norme 16931 tout de suite parce que elle permet de le gérer. La norme permet de le gérer. Minoration de prix, dénomination précise du bien, quantité livrée, prix hors taxe de chaque bien. Enfin, bon, en clair, c'est toutes les lignes de facture. Je suis pas allé plus loin dedans dans la présentation, mais par exemple, il est possible que le lieu de livraison soit à la ligne. Voilà. Ce qui n'est pas sans modifier quand même pas mal. On en parlait tout à l'heure, votre système d'information. C'est de la phase 2. À mon avis, la préparation est quand même plus lourde. Donc là, on est sur des lignes. Les statuts, vous savez, ces fameux statuts, c'était le dernier point. On disait avec Julie avant, on n'en parlait pas trop. Pour que le système fonctionne bien, il faut que les statuts fonctionnent bien. Vous remarquerez qu'il n'y en a que 4 d'obligatoires et que sur les 4, il y en a quand même 2 qui se mettent en automatique. Je suis émetteur d'une facture, il faut que j'indique que je l'ai déposée. Alors, je vous dis pourquoi il faut faire ça. C'est parce que le jour de dépôt est important et il faut que ce soit certifié. Mais dès lors que c'est déposé, ça va incrémenter un journal. Vous voyez que par défaut, c'est je dépose. Le deuxième qui se met en automatique, c'est elle est rejetée, c'est qu'il l'a pas récupérée. Il faut que je vérifie, excusez-moi, sur l'automatique, parce que là, j'ai un doute. Après, euh, l'acheteur peut refuser la facture, comme l'État peut refuser facture parce que c'est incomplète ou parce qu'elle lui est pas destinée. Typiquement, j'ai plusieurs sociétés et mon fournisseur n'a pas adressé à la bonne société, donc je la refuse. Et comme ça va permettre de décrémenter les TVA de chacun des côtés. Et puis le fournisseur devra dire s'il l'a encaissé ou pas. On ira un peu plus loin, mais pas aujourd'hui. On verra le programme, mais on va aller sur des cas concrets dans les semaines à venir, sur des webinaires plus courts, mais sur des cas concrets. Depuis tout à l'heure, on parle d'un écosystème dans lequel on retrouve le portail public de facturation,
les plateformes de dématérialisation partenaires et les opérateurs de dématérialisation, qui vont être les trois grands intermédiaires de cette réforme. Je vous ai mis un tableau récapitulatif qui est en date de la semaine dernière. Donc, vous voyez, il y a très peu de points maintenant qui sont encore en cours de, de discussion. C'est à peu près figé. Euh, et notamment, la question qui s'est posée, c'est est-ce que l'État va archiver les documents? Il va les conserver donc 3 ans. Au-delà de 3 ans, c'est à vous, émetteurs, à vous, destinataires, d'assurer votre propre archivage si vous souhaitez les conserver, en fonction des règles de conservation en cours à ce moment-là. Donc, euh, vous voyez que le sujet des flux, des non assujettis, de l'international, des factors et tout ça est pris en compte et on viendra sur ces points-là, je vous le dis, au cours de webinaires très spécifiques, puisque c'est une approche un peu différente. Et puis j'ai fait un focus sur les deux opérateurs, on va dire hors plateforme, et qui vont pouvoir amener des services à valeur ajoutée. Eh bien, c'est peut-être tout ce que vous attendez. Et en vert, c'est que c'est possible. Ça ne veut pas dire que ce sera fait, mais les offres devront permettre, on l'a vu tout à l'heure, de l'archivage au plus long terme, peut-être de la signature de facture. Et là, on attend un petit peu des précisions parce que dès lors qu'on va modifier des factures à un opérateur ou une plateforme, qui est où est l'original, hein. Et puis les flux de reporting, comme on nous a demandé tout à l'heure, notamment, je fais des factures pour les particuliers, je veux pas m'embêter à construire mon flux de reporting. Voilà, tout un tas de services et on liste au fur et à mesure de nos échanges avec nos clients, avec nos rendez-vous et tout ça, de façon à amener de la valeur. La première chose qu'on nous demande, hein, j'aurais peut-être dû le mettre en premier, c'est j'ai reçu une facture, je veux la valider, la pré-comptabiliser, voire la pré-ventiler ou des choses comme ça. Euh, donc c'est ça, chacun va pouvoir, j'allais dire, faire imaginer tout ce qu'il veut de façon à rendre l'offre la plus attrayante possible pour ses clients. Comme il est 58, mais on a un peu insisté dessus, hein, Julie, réduction des coûts Mm. de traitement des factures, plus de timbre, plus de papier, voilà, et puis ça va aller beaucoup plus vite. Réduction de la charge administrative. À horizon 2026, on peut penser que 90% de la TVA, du flux de TVA sera traité en automatique, comme la DSN a traité beaucoup de flux en automatique. Ouais, le fait de travailler sur des formats standards, ça va permettre de tout automatiser et rationaliser. Vous savez, aujourd'hui, j'ai des factures fournisseurs, elle arrive en papier, je la scanne, j'aimerais bien reconnaître les données, ça marche pas. Là, au moins, c'est extrêmement simple. Et puis, je pense que le meilleur accès au suivi au processus de facturation, in fine, va améliorer la relation commerciale, puisqu'on aura des informations en temps direct de ce côté-là. Là, on a mis un résumé. Je crois que le plus important, c'est le point 6, Julie. C'est C'est le point d'appeler. smiley même. J'ai suivi un webinaire qui est un peu aride. J'ai besoin de points de précision, hein, et tout ça. C'est de contacter UVLM et en particulier Julie pour approfondir ces points. Il y a toute l'équipe, j'allais dire dédiée à ce projet-là qui accompagne l'équipe de DEDOC qui accompagne sur ces sujets, qui suit l'évolution de la loi et de ce projet. Donc c'est urgent de s'en préoccuper, mais c'est prenez votre temps et imaginez, prenez le temps aussi d'imaginer tout ce que cette réforme peut vous apporter à l'avenir dans l'organisation de votre entreprise et les impacts que ça a sur le système d'information, que ce soit votre comptabilité, votre gestion commerciale, voire même la gestion de votre poste client. Plein de points pourront être abordés parce qu'on va disposer de data en fait avec ce système-là.
En fait, le fait de mettre un pied, si vous n'êtes pas encore équipé aujourd'hui dans la vraie dématérialisation, parce que la vraie dématérialisation, ce n'est pas juste envoyer une facture par mail, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même un décret aussi qui régit hein, la dématérialisation en 2022, même s'il va bouger pour s'adapter à celui à l'obligation de 2024, il y a déjà des choses à respecter. Pour les clients qui sont déjà équipés et qui mettent un pied en 2022 dans la dématérialisation, bah, ça fera en fait en 2024, la marche, elle sera beaucoup moins grande à franchir. Ce sera juste une petite adaptation à mettre en œuvre. C'est en ça où on se dit on vous dit que vous pouvez déjà anticiper la partie des maths. Alors évidemment, sur 2023, on ne pourra pas vous mettre aux normes pour 2024, hein, parce qu'on aura encore quelques flous au niveau du décret qui seront euh, mis à jour en 2023. Mais en tout cas, l'adaptation, que ce soit en process d'entreprise ou en logiciel, hein, elle sera moins lourde que ceux qui attendront le dernier moment, en fait. Voilà, c'est juste la petite précision et le retour, moi, que j'ai d'expérience de clients qui, je trouve, abordent la démat beaucoup plus sereinement. Ceux qui ont déjà une solution comme Dedoc abordent beaucoup plus sereinement. En fait, ils se disent, bon, bah, moi, je regarde juste que ma solution de type DDoC soit compatible. Évidemment, on leur dit oui. Et du coup, ils se disent, bon, bah, du coup, c'est bon, j'ai un opérateur, ça va être plus light pour moi à franchir comme étape. Alors, on va reprendre quelques questions, Julie. Oui. Alors attends, juste une seconde parce que Oui, en fait, je les ai organisées en thématique. allez. Puisqu'on a eu pas mal de questions sur les mêmes thématiques. Donc, pour éviter de nous éparpiller et répondre à chaque thématique, je les ai regroupées. On a eu une question, enfin plusieurs questions sur la gestion de la TVA et notamment par rapport aux clients non soumis à TVA. Est-ce qu'ils vont rentrer bah, dans cette obligation? Est-ce qu'ils auront encore la possibilité de refuser la facture électronique et via la plateforme? Comment est-ce que ça va se passer pour eux? Alors, bon, on va prendre typiquement, vous émettez une facture vers un client non soumis à TVA, donc il n'est pas dans la réforme, s'il n'est pas soumis à la TVA, c'est assujetti, hein, le vrai terme. Oui, Eh ben, vous lui enverrez par un flux, j'allais dire un flux de reporting, vous lui enverrez par un flux tel que vous le connaissez aujourd'hui, un papier ou mail, pigeon voyageur si vous en avez envie, mais euh, la distribution se fera non pas par la plateforme, mais par les canaux actuels, sauf à ce qu'il ait choisi une plateforme, mais qui n'aura pas de lien avec la plateforme publique. Par contre, vous intégrerez, vous, votre document, enfin, le flux de TVA, vous l'intégrerez dans un flux de reporting. En fait, il sera géré comme un particulier. Un autre point, Julie? ouais, tout à fait. Il y avait une question sur aussi le sort des TVA sur marge. Est-ce qu'il y a une gestion Euh, particulière? je ferai bien la réponse, je lui ferai bien son sort, la TVA sur marge. Non, alors je vous ai dit que c'était cristallisé, la TVA sur marge et fait partie des choses qui sont pas tout à fait complètement établies. Il y a ça, on n'en a pas C'est parlé, je encore sais en pas si ça concerne pourparlers. déjà aussi. C'est le groupe de TVA, on n'a pas encore toutes les données dessus. Mais la TVA sur marge est quelque chose effectivement euh, qui est importante, mais qui n'a pas l'air d'intéresser. Voilà. Mais ça va être beaucoup de monde, mais ça va être géré. Je sais que ça, dans les points qui sont en queue de, c'est tellement in fine un peu complexe. Euh, Ils vont trouver un accord dessus. Voilà. Ok. Donc j'avais des questions complémentaires par rapport au cas des particuliers. Donc pour les clients particuliers, le e-reporting tient compte de l'encaissement. Pourrons-nous faire crédit aux clients, soit un encaissement partiel, par exemple pour des encaissements par des tiers, cas des mutuelles et sécurité sociale pour une pharmacie? Alors, le domaine de la santé est pareil, on va retrouver. Alors, la liste n'est pas encore et les cas ne sont pas encore complètement définis.
mais dans la fiche dont je vous parlais, qui est à télécharger en bas du webinaire, les professions de santé sont pour certaines hors réforme, enfin, ou pour partie de leur activité. Pareil, ça va être précisé dessus. Et je vais élargir la réponse, hein, dès lors qu'il y a des tiers payeurs, et là on doit des mutuelles et la sécurité sociale, hein, mais ça peut être un facteur, ça peut être la formation, un OPCO ou des choses comme ça. C'est des choses qui sont cours de précision parce que dès qu'on n'est plus dans une relation un pour un, euh, on tombe dans des cas particuliers. Tous ces cas-là, on nous a promis que sur le premier trimestre de 2023, tout serait réglé. Et c'est mon avis personnel, hein, ça n'engage que moi, mais le travail aujourd'hui qui est fait par les équipes de la DGFIP, notamment, et de l'AIFE, jusqu'à maintenant, ils ont tenu tous les délais, ils ont même été en avance sur certaines choses. Donc, je pense que ces cas-là vont être réglés et feront partie nécessairement des webinaires qu'on présentera au cours du printemps 2023. D'accord. Et du coup, sans parler forcément des données de santé, comment ça se passera par exemple pour les magasins qui font des paiements en plusieurs fois sans frais ou via des organismes de crédit Ou il y a même quelconques? pire, bah là, ce sera considéré comme réglé, puisque si c'est forcément si c'est un paiement en 3 fois sans frais, sauf ce que ce soit du chèque. Donc si c'est des chèques, vous devrez considérer qu'ils sont totalement payés. Et de toute manière, la TVA est due, hein, quoi qu'il arrive. Et si ça a été financé par un crédit, in fine, c'est comme si ça avait été payé comptant pour le magasin. Voilà. Après, si on va un peu plus loin pour les magasins, on a pire comme cas, c'est ce qui est payé avec des bons d'achat. Voilà. Là, j'ai vu passer quelque chose la semaine dernière. Je vous cache pas que je l'ai pas encore détaillé, mais les chèques cadeaux font partie d'un traitement particulier aussi. D'accord. Merci. Je suis en train d'essayer de trouver la page. Voilà, pour, Ouais, mais ça, de toute façon, sachez hein, qu'il va y avoir des précisions sur tous ces sujets-là qui vont être donnés en 2023. Donc là-dessus, il faut juste qu'ils statuent sur la façon de les gérer et ensuite les règles seront appliquées hein, dans tous les cas par les plateformes, hein, en toute façon. Et les logiciels de gestion aussi. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'adaptations là-dessus. Au niveau des statuts, on avait également une question par rapport au statut facture réglée et facture encaissée, selon que l'on soit client ou fournisseur, évidemment. On peut avoir des conflits. Comment fait-on sur cette gestion de statut? Je Si vais un dire client dit globalement. qu'il a réglé et que Oui, le fournisseur dit oui. jamais qu'il n'est Alors, pas encaissé, on fait on a quoi? la réponse. Voilà, on a la réponse ici. Le seul qui est obligatoire, c'est l'encaisser. D'accord. Et Donc en si fait, le fournisseur dit jamais qu'il a fait l'encaissement, on fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu as ben, une c'est un idée ou pas? litige entre, ben, c'est un litige entre le fournisseur et son client. Mais je pense qu'à terme, de toute D'accord. manière, comme ça impactera la TVA, tout le monde a intérêt à. euh, je vois pas À pourquoi le faire son fournisseur travail. aura intérêt à dire qu'il l'a pas encaissé. Oui, c'est pas faux. Ah, ah si, hein, mais là on rentre voilà. Oui, dans une Enfin, je sais relation pas. pas très. Ouais, voilà. Ouais, voilà, on vous laissera traiter ça avec votre fournisseur. J'ai une question aussi. Est-ce que le PPF pousse automatiquement les factures émises vers notre client? Non, Non, on est d'accord, ça non, reste sur le non. PPF. C'est au Non, client oui, d'aller bon, soit se oui, connecter, soit prendre on un peut OD pour imaginer, automatiser. voilà, voilà, mais on peut imaginer que le PPF enverra quand même une alerte, voilà, D'accord. pour dire Oui, il y a vous des avez documents à des récupérer, factures. voilà. Ouais, tout à fait. Voilà. Ok, par mail Ce du qui est coup. clair, c'est qu'il a, parce que s'il devait pousser les documents, il faut être clair que ça casse tout le système. Parce que ça faudrait que vous disiez au PPF que vous avez un espace. C'est trop compliqué. Enfin, le PPF, il a les factures, il les conserve et il vous envoie pour dire vous avez des nouveaux documents. Donc, en faites ce que vous voulez. Est-ce que tu Donc, c'est sais logique où qu'il et ne le quand? fasse pas. Ouais.
Est-ce que tu sais où et quand la liste des plateformes seront mises à disposition? Ah, alors, où? Mm. Sur le PPF. Ah, Oui, mais bon, ce sera si, voilà. si certaines entreprises veulent anticiper un petit peu, Alors, comment savoir? pour anticiper, ça va être un peu compliqué parce que là, on est le 15 décembre 2022. On connaît qu'une plateforme officiellement, c'est le portail public de facturation. Voilà. Bon, de toute manière, s'il n'est pas prêt, rien ne marchera. Donc c'est le seul qu'on connaisse aujourd'hui. Euh, ensuite, pour les plateformes de dématérialisation partenaires, c'est un peu plus complexe. Et là, vous allez voir que euh, ces plateformes elles vont être immatriculées et je sais pas si je suis passé assez rapidement parce que le temps nous est compté, mais dans les obligations pour être plateforme partenaire, c'est assez lourd. Certification ISO obligatoire, hébergement Secnum Cloud, ça veut dire que l'État exige que les données soient dans du cloud souverain. Et puis après, vous avez des audits à passer. Enfin, vous avez tout un tas de choses. Les plateformes, le dépôt a été avancé pour être fait qu'en avril 2023. Je pense pas qu'en avril 2023, ça va être la queue au guichet pour déposer les dossiers, au vu des obligations pour poser le dossier. Mais vous voyez que d'avril 2023 au 1er juillet 2024, ça va assez vite finalement, parce que c'est quand même des projets qui sont très lourds. Donc globalement, les immatriculations, l'objectif de l'État, c'est d'avoir immatriculé un certain nombre de plateformes. Combien? Nul ne le sait. Quelques plateformes au début 2024. Donc ça veut dire si quelqu'un vous dit aujourd'hui euh, qu'il est plateforme de dématérialisation partenaire, euh, quelque part il vous ment parce que de toute manière on peut même pas déposer encore les dossiers. Donc dans cet annuaire, aujourd'hui il y aurait que le portail public de facturation et on va estimer que début 2024 vont arriver les plateformes de dématérialisation partenaires au fur et à mesure où elles auront leur immatriculation qui de toute manière en plus sera temporaire dans un premier temps a priori parce que l'État va accepter que par exemple la certification ISO soit en cours et les réauditer après dans l'année. Voilà. Donc vous ne pourrez pas faire de choix de plateforme avant début 2024. Voilà. Est-ce que ma réponse est Et claire, Julie? J'ai tourné autour du pot, mais ma bon, réponse ouais. voilà. Non, aujourd'hui, aujourd'hui, il y aura pas de site ou je sais pas, que le gouvernement va mettre à disposition pour savoir si il y a déjà des OD ou des PDP qui sont référencés ou Non, autres. non. PDP, même l'État les connaît pas. Il ouvre le Oui, guichet d'inscription. Voilà. Donc, vous aurez des informations au fil de l'eau, par Julie, parce que Julie, elle donne toujours beaucoup d'informations et elle a raison. Et je vous ai mis des liens, et il y a pas mal de liens qui sont sur l'État, où il y a pas mal de choses dedans, et c'est quand même bien à jour. Mais là, dans les mois à venir, c'est pas de précipitation. Ayez en tête les informations qu'on vous donne. Essayez de savoir si quelle est votre échéance. 1er juillet 2024, 1er janvier 2025, 1er janvier 2026. Est-ce que mon éditeur est prêt? Je change peut-être de logiciel. Je m'assure que j'ai cette compatibilité. Euh, je vais pas dire qu'on a le temps, mais on n'a pas toutes les informations et ça évolue un tout petit peu au fur et à mesure. on va rebondir du coup et EDDoc il se positionnera comment comme OD et PDP ou PDP ou les deux ou pas ou Alors, je vais vous faire une réponse ferme et claire. Nous ne déposerons pas de dossier au 1er avril 2023. trois. Voilà. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a conscience que c'est un long chemin et c'est pas la peine de poser un dossier si voilà, j'allais dire pour le plaisir. Euh, donc ça, c'est clair. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on sera jamais PDP, mais on sera pas PDP le 1er juillet 2024. Pourquoi? Parce que la majorité de nos clients TPE, PME et PMI
sont dans une cible standard, avec peut-être un opérateur, sans doute un opérateur de dématérialisation à valeur ajoutée, comme on le fait avec Chorus. On a assez peu de clients qui sont pour de l'EDI, et moi, travailler dans ce monde-là depuis pas mal de temps, je crois bien, Julie, tu me le confirmeras, toi qui es sur le terrain, mais des demandes d'EDI qu'on avait, bon, moi je devais en avoir une par mois. J'en ai plus depuis un an, j'ai plus de projet EDI, c'est-à-dire que maintenant toutes les grosses entreprises qui ont pris connaissance de la loi vont s'appuyer avec leurs fournisseurs PME sur les standards FactureX. Donc voilà la position qu'on a nous, qui est qu'on qu'on assume. Et alors par contre, peut-être que dans 2 ans, je serai là avec Julie et je vous présenterai notre plateforme PDP. Mais aujourd'hui, on travaille énormément sur une OD à valeur ajoutée qui traitera Voilà, on aussi sera bien les flux opérateur entrants que de sortants. dématérialisation quand même Voilà. et on assurera les enjeux de la facture électronique. C'est que Ah, j'ai lu, entre mais pas un doute, parce que si on n'est pas opérateur de dématérialisation, moi je suis à la retraite ou au chômage. non, non, on sera Moi qui ai bien des opérateur informations de que j'ai pas. Non. dématérialisation, donc aucune crainte là-dessus. Voilà. Comme le disait Fabrice, les PDP seront au départ vraiment très très peu. Et plutôt à destination, hein, ne serait-ce qu'en termes de tarification destinée aux grosses entreprises, quoi, si j'ai bien compris. Oui, surtout en termes d'intégration. Maintenant, on n'exclut pas de se Ouais. raccorder pour des besoins, pour certains besoins, à une PDP dans un premier temps. Je vois d'autres questions sur Ouais. CJ, Oui, exactement, ça allait venir des parce qu'il y Sage. a eu des questions sur les éditeurs de solutions de gestion et notamment Sedge et Cegid. Alors, je peux pas répondre à leur place. Voilà, je peux pas répondre à leur place et je Moi, me permettrai pas. étant revendeur des solutions, je peux faire Mais ben peut-être vas-y. Voilà. un tout petit, toute petite réponse sans pour autant non plus me mettre à leur place, mais on est quand même revendeur. Donc Sedge, sachez que chez Sedge, 100 en tout cas, parce que dans Sedge c'est très large et Cegid aussi d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de gammes. Donc moi je vais répondre pour la gamme que nous on diffuse qui est donc Sedge 100, je le répète, sur la gestion commerciale Sedge 100. Il y a une mise à jour qui est déjà sortie il y a à peu près un mois, qui est la V9 et qui embarque une première compatibilité FactureX. Donc là, je vous engage à vous rapprocher éventuellement de nous si nous sommes votre intégrateur ou de votre intégrateur pour De, hein ou de nous aussi, ou oui de ou de toi nous aussi, aussi. si t'es pas Mais oui, l'intégrateur. oui, mais c'est pas le sujet là, Fabrice. Ouais. Voilà, ou de Sedge, car il y a déjà une première compatibilité. Donc nous pensons qu'il va y avoir quand même des mises à jour qui vont être faites en 2023 sur cette V9. Sachez que Sedge a déjà communiqué au réseau de partenaires une roadmap de développement de ces logiciels sur une V10 et une V11 à venir, sur les années à venir. Pour moi, Sedge, ce sera OK. Ils vont générer la facture X comme attendu par le PPF. En revanche, attention, à ce jour, je n'ai pas d'infos. Il faudra bien s'équiper en plus d'un opérateur de dématérialisation pour automatiser les flux d'émission et de réception de vos factures. Ensuite, pour Cegid, ils sont un peu plus en retard. On a eu un webinaire fin novembre qui est resté super flou par rapport à cette compatibilité. Ils annoncent une compatibilité FactureX fin 2023, pas avant. Alors, est-ce que ça, c'est aux dernières nouvelles? Est-ce que du coup, ils vont accélérer ou pas? Là-dessus, sont un peu plus en retard que Sedge. Ils seront compatibles, hein, pour moi, en tout cas, Sedge et Cegid. Sedge plutôt que Cegid. Mais pareil, Cegid, à ma connaissance, va générer donc le PDF et le fichier XML attendu par le PPF, mais ne permettra pas d'automatiser l'émission et la réception des flux. Donc, il faudra également s'équiper d'un opérateur de démat. Et Sedge gérera-t-il automatiquement la distinction des factures France UE et hors UE à déposer en masse sur la plateforme?
Ben ça, je pense que Je, oui, ce sera je- juste des infos. Je sais pas. J'ai pas encore alors, l'info là-dessus. je vais apporter deux, trois, deux, trois compléments, Julie. Julie a tout Ok. à fait raison. La facture Sage, on l'a reçue et elle est compatible sur ce qui sort de la V9. Et que ce soit Sage chez JBP ou tout éditeur, c'est pas tant, c'est pas que l'éditeur, c'est aussi la version qui est importante parce que est-ce que Sage fera de la facture X sur des V7 ou V6? Je ne sais pas. Et je plains les éditeurs s'ils doivent faire toutes les versions. Non, Autre non. point Alors ça, important. c'est sûr, Fabrice. Hein, je peux te dire, moi, sur cette, je sens. Toujours, j'insiste sur cette version-là parce qu'il y a d'autres versions que je ne connais pas. Seule la version 9 sera compatible avec la facture X. Donc, dans tous les cas, il y aura, pour les Voilà, il faudrait qu'au utilisateurs moins. Voilà, Sedge 100, il faudra au moins faire une montée de version de Sedge. voilà. L'autre point important concernant ce sujet, c'est que pour avoir travaillé dans ce monde-là pendant quelques années, on a pris la mauvaise habitude de détourner des zones. Et par exemple, on peut retrouver dans le numéro d'Intracom un numéro de téléphone ou un numéro de commande, ou, parce que c'était pratique à l'époque. Et donc en V9, on va se retrouver avec des données complètement erronées. Donc regardez aussi sur comment ont été utilisés vos logiciels. Peut y avoir un peu de travail sur la migration de votre part ou de la part de votre intégrateur. Euh, mais voilà, ce que dit Julie, c'est parfaitement juste de ce côté-là. C'est que les éditeurs s'y préparent, mais sincèrement, ils s'y sont mis un peu tard. Voilà. Ouais, très en Ils retard, ont, oui, et, je trouvais aussi, oui. et ils ont beaucoup de travail. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à toutes, enfin, à Il pratiquement en toutes les reste questions, Julie? une toute Oui. petite, c'est du coup par rapport à ce système de facture électronique, est-ce qu'il y aura un système de relance de facture dans le PPF, je suppose, ou un bouton, ou je sais pas. Alors, je, je, je reviens juste là. Vous voyez ici. Alors, relance de facture, ce sera pas dans le PPF. Première chose, euh, on a mis que dans les fonctions du PPF, ce sera le minimum. Et je veux dire, le PPF a pas l'intention de s'occuper de ça, de précomptabilisation, de lettrage, de relance et tout ça. Considérez que c'est une boîte aux lettres, mais c'est une grosse boîte aux lettres qui va bien fonctionner un beau web. Mais par contre, vous voyez la relance, j'ai mis gestion du poste client, c'est à l'imagination des éditeurs. Hein. Euh, je- il y a un éditeur, comment il s'appelle, Julie? Sedge? EDDoc, Non, voilà, EDDoc, bah oui, avec qui e-relance. par exemple a déjà une gestion du poste client. Je pense pas on va s'interdire de l'intégrer dans notre future plateforme. Voilà. Puisque la relance, c'est aussi un autre métier. Donc, mais c'est en faisant des webinaires comme ça aussi qu'on crée nous des roadmaps. Hein. Voilà. Donc on Alors, peut ouais, l'imaginer. Et ça, faudra demander avec votre partenaire. Voilà. c'est ça. Et effectivement, Il y le aura une vraie EDDoc. concurrence et ça devrait faire monter les fonctionnalités. C'est en ça où Fabrice disait que finalement la facture électronique va peut-être aussi vous apporter d'autres avantages que la centralisation des échanges, mais voilà, peut-être s'équiper d'un portail en liaison avec votre opérateur de dématérialisation pour faire de la relance client automatisée, ce que possède aujourd'hui effectivement déjà la solution EDDoc via son module e-relance. Je pense qu'on va s'arrêter là, Julie, à moins qu'il y ait vraiment Eh une question. bien, non, pour moi, c'était la dernière. Voilà, on a répondu à toutes les questions qui ont été posées lors de ce webinaire. Donc effectivement, merci d'être resté tout ce temps avec nous. On Euh, s'excuse pour le débordement, mais à chaque fois, ouais, voilà. tout à fait. N'oubliez pas, vous avez les pièces jointes à télécharger hein, dans le petit onglet documents à distribuer. Vous pouvez les récupérer, elles sont à votre disposition. Et puis enfin également de webinaire quand vous allez quitter, vous allez avoir un petit questionnaire, donc n'hésitez pas à faire vos remontées par rapport à ce questionnaire parce on les regarde attentivement avec Fabrice pour améliorer les prochains. Donc pour votre information, on va rejouer des webinaires sur 2023
dès mars. On va essayer de changer un petit peu de format puisqu'aujourd'hui, pas mal d'entreprises et vous avez déjà pas mal ce premier volet d'information. Donc, on apportera des compléments, mais on passera peut-être effectivement plus au traitement de cas concrets. Donc, n'hésitez pas aussi à venir lors de ces webinaires pour traiter vos cas et vos cas concrets et répondre à vos questions. Je te laisse Ben, préciser des choses si conclure. tu veux. Ouais. Non, non, Julie t'as tout dit. Et ben, en cette fin d'année, puisque on ne refera pas d'ici la fin d'année, j'ai plaisir à vous remercier pour votre présence, et à remercier Julie de m'avoir accompagné hein, aussi. C'est un vrai plaisir de faire les webinaires avec toi. Et puis Merci à toi, Fabrice. ah bah oui, hein, et puis je remercie aussi Stéphanie qui nous aide sur l'organisation. Je me prends au César, hein, moi. Et puis j'ai une pensée pour la R&D chez nous, qui va avoir des Merci journées Fabrice. bien remplies dans les mois à venir. Voilà. Et puis au Forum national de la facture électronique, auquel on est adhérent, qui nous aide bien à structurer tout ça. Je vous souhaite à tous un bon appétit déjà, un bon week-end, de bonnes fêtes, et puis en espérant que vous joindrez à nous en fonction des thèmes qu'on va développer dès le mois de février. Merci à vous. Bonne fête et à très bientôt.